Je me suis figé en la voyant sur le porche. Elle était là, juste devant ma porte vitrée, immobile, les yeux plantés dans les miens. Une présence à la fois sauvage et solennelle. Dans sa gueule, suspendue sans défense, pendait un minuscule lynx. Ses pattes pendaient mollement, et sa tête se balançait au rythme irrégulier de ses respirations superficielles. La veille, elle n'était qu'une ombre entre les arbres. Je l'avais aperçue en bordure de ma cour, maigre à faire peur, les côtes proéminentes, les flancs creusés. Elle m'avait regardé, méfiante mais désespérée. Il me restait un peu de poulet dans le réfrigérateur. Je n'avais pas hésité, j'avais lancé une cuisse vers les buissons. Elle avait reculé, observé un long moment, puis, dans un mouvement rapide, l'avait saisie et s'était éclipsée dans les bois. Et maintenant, elle revenait. Sa fourrure était ébouriffée, souillée de boue séchée. Ses oreilles tournaient nerveusement. Pourtant, elle ne grognait pas. Elle se contentait de me fixer. Et dans son regard, il y avait quelque chose d'inconcevable. Pas de menace, pas de peur, mais une sorte de demande muette. Je m'approchai lentement, pieds nus sur le plancher de bois. Chaque écharde me ramenait à la réalité. Le petit poussa un gémissement ténu. Ses yeux mi-clos brillaient à peine. Il respirait vite. Trop vite. « Qu'est-ce que tu veux de moi, ma fille ?» murmurai-je. Elle déplaça ses pattes, resserra légèrement sa prise sur le petit, puis cogna doucement sa tête contre la vitre. J'ai sursauté. Mon cœur battait la chamade. Et si elle paniquait? Si elle m'attaquait? Si elle lâchait le petit et fonçait sur moi? Pourtant, mon regard ne quittait plus le petit. Si fragile. Si proche de s'éteindre. Je posai ma main contre la vitre. Elle ne bougea pas. Son souffle embuait le verre. Je vis alors les cicatrices sur son museau. Des marques anciennes. Elle avait connu la douleur, la lutte. Mais elle était là. Hier, elle avait accepté ma nourriture. Aujourd'hui, elle me confiait son petit. Cela signifiait quelque chose. Je pris une grande inspiration et déverrouillai la porte coulissante. Je l'ouvris de quelques centimètres. Un souffle glacé entra aussitôt, porteur d'odeur d'écorce et de fourrure. Elle abaissa la tête, poussa doucement le petit vers l'ouverture, sans le lâcher. De la cuisine, le tic-tac de l'horloge résonnait plus fort. Même les oiseaux s'étaient tus. Je m'accroupis lentement. C'est bon. Je ne te veux aucun mal. Elle resta immobile quelques secondes, puis relâcha le petit. Il tomba doucement sur le seuil, sa poitrine se soulevant à peine. Elle recula d'un pas, sans quitter le petit des yeux. Je l'observai. Entre si tu veux. Elle tourna la tête vers les arbres, puis vers moi, puis vers les arbres à nouveau. Je sentais mon esprit s'embrouiller. Pourquoi m'amener ici ce petit? Elle savait, peut-être, qu'il ne survivrait pas sans aide. Le petit émit un miaulement rauque. J'attrapai une serviette sur l'étagère près de la porte, l'enveloppai délicatement et le serrai contre moi. Il était glacé, tremblant. Ses pattes étaient repliées, ses griffes à peine visibles. Elle me fixait toujours. Sa queue s'agitait. Je ne savais plus quoi faire. Appeler un vétérinaire? Les services animaliers? Et s'il le séparait d'elle? Et s'il le laissait mourir? Je sentais son cœur, minuscule, battre faiblement contre ma main. Je reculai lentement, gardant la porte entr'ouverte. Je vais l'aider. Je te le promets. Elle me regarda un long moment. Ses épaules se détendirent. Puis elle fit demi-tour, disparut dans les arbres. Je restai seul avec son petit entre les bras. Je ne sais combien de temps je suis resté debout là. Son petit corps était si léger, si frêle. J'entendais encore des bruissements dans les fourrés. Elle faisait les 100 pas, hésitante. Mon esprit me criait de fermer la porte. Mais mon instinct disait autre chose. Elle avait cru en moi. 2 fois. Ce n'était pas rien. Je rouvris doucement la porte. L'air frais entra, chargé de l'odeur de mousse humide. Elle s'arrêta aussitôt. Son corps se tendit. Mais je ne fis rien d'autre. Je retournai à la cuisine, gardant le petit bien au chaud contre moi. Elle hésita longtemps. Puis ses pattes foulèrent les planches du porche. Elle avança, pas à pas, en silence. Lorsqu'elle atteignit le seuil, elle renifla l'intérieur, inspecta la pièce des yeux. Je crus qu'elle ferait demi-tour. Mais elle entra. Le plancher craqua. Sa queue fouettait l'air. Elle examina chaque coin du salon,
renifla le canapé, le vieux fauteuil, s'approcha lentement de moi. Ses yeux se posèrent sur le petit. Je le déposai doucement sur une couverture. Elle s'approcha, posa le museau contre son front, le renifla longuement. Puis elle se détourna et quitta la pièce aussi discrètement qu'elle était venue. Je restai là, tremblant, le regard rivé sur la porte. Je venais de vivre quelque chose d'inexplicable. Et je savais déjà que ma vie venait de changer. Je n'ai pas bougé pendant ce qui m'a semblé être des heures. Assis là, tenant le petit lynx dans mes bras, je sentais sa respiration fragile, presque absente. Il était si léger, si fragile, que j'avais l'impression qu'un souffle trop fort suffirait à l'emporter. Dehors, je voyais encore l'ombre de sa mère entre les arbres. Elle allait et venait, le regard rivé sur ma maison, les oreilles frémissantes. Elle n'était pas partie bien loin. Elle attendait, ou hésitait. Et puis je l'ai entendu. Un bruit de griffes sur le bois du porche. Je me suis levé brusquement. Elle était de retour. Cette fois, elle portait un deuxième petit dans sa gueule. Mon cœur se serra. Celui-ci était plus grand, ses yeux entr'ouverts, sa fourrure plus dense. Elle franchit la porte sans hésitation, s'approcha du canapé et le déposa près du premier, encore enveloppé dans la couverture. Il toussa faiblement avant de se blottir contre son frère. La mère se tourna vers moi. Et durant une fraction de seconde, l'absurdité de la scène me frappa. Un lynx sauvage dans mon salon, installant ses petits sur mon canapé. Mais la peur n'était pas partie. Chaque muscle de son corps restait tendu. Si elle voulait m'attaquer, je n'aurais pas le temps de réagir. Je sortis mon téléphone, les mains tremblantes, et composai le numéro de Lorraine. Elle répondit après 2 sonneries, encore ensommeillée. Je murmurai, « Tu ne vas pas me croire. Tu te souviens du lynx dont je t'ai parlé? Celui que j'ai nourri hier? Elle vient de m'apporter ses petits. Elle est dans mon salon. » Un silence. Puis une inspiration coupée. « James, tu es sérieux? Elle est avec toi là, maintenant? » Je soufflai. « Oui. Elle vient d'en poser un deuxième. Ils sont minuscules. Ils vont mal. » Lorraine jura à voix basse. « Écoute-moi. Ne bouge pas. Ne fais aucun geste brusque. Laisse-la tranquille. Je serai là dans 40 minutes. » J'ai acquiescé, même si elle ne pouvait pas me voir. « Dépêche-toi. Tu fais ce qu'il faut, James. Reste calme. » J'ai raccroché, le cœur battant. Le lynx s'était allongé, enroulé autour de ses petits. Sa tête reposait sur le bord du canapé. Ses yeux se fermaient par instants. Pour la première fois, je vis à quel point elle était amaigrie. Ses côtes saillaient sous sa fourrure, ses pattes recouvertes de boue séchée. Elle semblait à bout de force. Je ne dormis pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je les entendais, les souffles faibles, les petits gémissements. La mère ne bougeait presque pas, sauf pour resserrer sa prise autour d'eux, comme pour les protéger du monde entier. Vers 2 heures du matin, elle se leva brusquement. Ses oreilles s'aplatirent. Elle s'approcha de la porte, le museau contre l'interstice, puis tourna la tête vers moi. Ses yeux reflétaient la lumière de la cuisine comme de l'or liquide. Et elle disparut dehors. Je restai là, inquiet. Les 2 petits se blottissaient l'un contre l'autre, tremblant sur la couverture. Je les caressai doucement du bout des doigts, sentant chaque os sous leur fourrure tachetée. 30 minutes passèrent. Puis 40. Je regardais la porte sans arrêt. Et si elle ne revenait pas? Et si quelque chose lui arrivait? Puis, à 3 heures, je l'ai entendue. Le grattement de griffes sur le bois. Elle réapparut dans l'embrasure de la porte, portant un 3e petit. Mais celui-là ne bougeait pas. Elle entra en silence, le déposa à côté des 2 autres. Sa tête pendait sur le côté, ses yeux fermés, la bouche entr'ouverte. J'ai tendu les mains, tremblant, et touché son flanc. Il était froid. Non. Non. Je frottai doucement sa poitrine, cherchant un signe, n'importe quoi. La mère me regardait, sa queue s'agitant, ses oreilles couchées. Dans ses yeux, je vis le désespoir. Elle se pencha, renifla son petit, poussa doucement sa tête. J'avais le cœur brisé. Elle espérait encore. Moi aussi. Je pris mon téléphone et appelai Lorraine. Elle répondit aussitôt. Lorraine, le 3e. Il ne respire plus. Je crois qu'il est. Écoute-moi bien,
dit-elle. Tu as une serviette propre? Quelque chose de doux? Oui. Enveloppe-le. Maintiens sa tête en arrière. Et souffle doucement dans sa bouche et son nez. Pas trop fort. Juste pour faire bouger sa poitrine. Je fis ce qu'elle disait. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. J'approchai mes lèvres de son museau, soufflai doucement. Sa poitrine se souleva, redescendit. Rien. Encore une fois. Et encore. Les larmes coulaient le long de mon visage. Le lynx poussa un gémissement grave, son museau contre mon bras. Et soudain, il toussa. Faiblement, mais il toussa. Je sanglotai de soulagement, le serrant doucement contre moi. Lorraine était toujours en ligne. Il respire? Oui. Un peu. Garde-le au chaud. J'arrive. Dehors, l'orage éclata. Des éclairs fendaient le ciel. Le tonnerre grondait si fort qu'il faisait trembler les fenêtres. Et pourtant, assis sur le sol, le lynx à mes côtés, sa tête contre mon épaule, je n'avais plus peur. Juste cette certitude étrange, nous traverserions la tempête ensemble. L'aube pointait à peine lorsque j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier. Je me suis levé avec difficulté, les jambes engourdies, les yeux brûlants. J'ai ouvert la porte avant même qu'on frappe. Lorraine se tenait là, les traits tirés, les cheveux en désordre, un sac vétérinaire noir dans une main, un thermos dans l'autre. Son regard se posa sur le lynx, enroulé sur le canapé autour de ses petits. « Mon Dieu, James, tu ne plaisantais pas. » Elle entra prudemment. La mère leva la tête, les oreilles basses, méfiante. Lorraine leva lentement une main. Doucement, « Maman. Je suis juste là pour aider. » Elle s'agenouilla près des petits, enfila des gants en latex et commença à les examiner un à un. Elle touchait leurs pattes, regardait leurs gencives, écoutait leurs battements de cœur. Sa voix était calme, mais son front se plissait. Ils sont déshydratés et en sous-poids sévère. Elle désigna le plus faible. Celui-là. Je ne sais pas s'il passera la journée. Le lynx émit un grondement sourd, mais ne bougea pas. Lorraine sortit une petite seringue et la remplit d'un liquide transparent. Électrolyte. Juste quelques gouttes. Ça pourrait les aider à reprendre un peu de force. Elle versa délicatement quelques gouttes sur les langues sèches des petits. Le plus faible les avala à peine, sa respiration ressemblant à un battement d'ailes. J'étais là, incapable de détourner les yeux, sentant mon cœur cogner dans ma poitrine. Lorraine essuya la sueur de son front, puis me regarda. « James, tu dois te préparer. Ce sont des animaux sauvages. Même avec ton aide, ils pourraient ne pas survivre. » J'ai hoché la tête. Je le sais. Mais je ne pouvais pas les laisser mourir sans essayer. Le lynx n'avait pas quitté Lorraine du regard. Elle la surveillait, chaque muscle prêt à bondir si nécessaire. Lorraine referma son sac, mais laissa des seringues, des flacons et une bouillotte. « Tiens-moi au courant. Je reviendrai demain. » Après son départ, la mère lynx s'allongea de nouveau, épuisée. Ses flancs se soulevaient lentement, et je pouvais voir à quel point elle était faible. Je m'assis près d'elle, le dos contre le canapé. Sa chaleur rayonnait contre mon flanc, et malgré ma fatigue, je ne pouvais pas fermer l'œil. Le matin se déroula dans un silence pesant. Les petits étaient blottis contre leur mère, mais le plus petit restait à l'écart, à peine vivant. Toutes les quelques minutes, un petit cri rauque m'arrachait une grimace. Je faisais les 100 pas dans la cuisine, incapable de manger, incapable de penser. Puis un bruit me glaça. Des pas dans l'allée. Je levai les yeux par la fenêtre et vis Travis. Sa salopette était sale, sa casquette enfoncée jusqu'aux sourcils. Un fusil pendait à son épaule. Mon estomac se noua. Je sortis sur le porche avant qu'il n'arrive à la porte. « Travis, reste là. » Il plissa les yeux. « On m'a dit que t'avais un lynx dans ta maison. C'est vrai ça, James ?» Je tentai de rester calme. « Oui. Elle a ses petits avec elle. Elle n'a attaqué personne. » Il secoua la tête. « Tu sais que c'est dangereux, pas vrai? Ces bêtes-là, ça finit mal. Et les autorités vont la capturer. Peut-être pire. » La colère monta en moi comme une vague. Elle essaie juste de survivre. Elle est affamée. Elle m'a apporté ses bébés parce qu'elle n'avait plus d'option. Ils sont en train de mourir. Il grogna. C'est pas mon problème. Si elle rôde autour de chez moi, je la bats.
J'appelle les services. Il tourna les talons. Je fis un pas devant lui. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Ils la tueront. Et ils sépareront les petits. Laisse-moi gérer. Juste quelques jours. Travis me fixa longuement. Puis il renifla. Tu es fou, James. Mais bon. Fais comme tu veux. Ne m'appelle pas quand elle t'aura arraché un bras. Il repartit en marmonnant. Je restai dehors quelques secondes, le cœur battant, les poings serrés. Un grondement sourd de tonnerre résonna à l'ouest. Des nuages sombres s'amoncelaient. Je rentrai. Le lynx avait relevé la tête. Ses oreilles bougeaient, inquiètes. Les petits dormaient, sauf le plus petit. Il ne bougeait pas. Non. Je courus jusqu'au canapé. Sa bouche était entr'ouverte, sa poitrine immobile. Ma vue se brouilla. Non. Non, non. Je le soulevai avec précaution, le tenant dans mes paumes. Le lynx émit un son rauque, presque un cri de douleur. Je pris mon téléphone et appelai Lorraine, les doigts tremblants. Elle décrocha aussitôt. Lorraine. Il respire plus. Elle ne perdit pas une seconde. Enveloppe-le. Tête en arrière. Petite bouffée dans la bouche et le nez. Vas-y, maintenant. Je fis ce qu'elle disait. Ma bouche contre son museau. Une bouffée. Une autre. Rien. Mes larmes coulaient sur sa fourrure. La mère descendit du canapé, posa son museau contre mon bras, gémissant. Puis, soudain, un frémissement. Il toussa faiblement. Son thorax se souleva. Il respirait. J'éclatai en sanglots. Lorraine. C'est bon. Il est revenu. Elle poussa un soupir au téléphone. Garde-le au chaud. J'arrive tout de suite. Dehors, la pluie commença à tomber en rideaux épais. Le tonnerre faisait vibrer les murs. J'étais assis sur le sol, le petit contre moi, le lynx à mes côtés. Et dans cette tempête, il n'y avait plus de peur. Juste une étrange paix. Le matin arriva lentement, couvert, silencieux, comme s'il n'osait pas déranger ce qui s'était passé la nuit. La pluie avait cessé, mais les flaques persistaient, creusées dans la terre détrempée, reflétant un ciel encore pâle et indécis. Je me tenais debout dans l'encadrement de la porte, observant la mère lynx qui dormait sur mon canapé, ses flancs s'élevant lentement, les trois petits blottis contre elle. La scène semblait irréelle, presque sacrée. Lorraine était partie peu avant l'aube, éreintée mais soulagée. Avant de quitter la maison, elle avait pris ma main, ses doigts encore froids malgré la chaleur du salon. « James, tu as fait tout ce que tu pouvais. Ce qu'elle a vu en toi. » Elle ne s'était pas trompée. J'avais hoché la tête, incapable de répondre, la gorge nouée. Le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. La lumière se posait sur le bois usé du plancher, révélant chaque nœud, chaque fissure. Le lynx ouvrit les yeux. Elle huma l'air avec lenteur, comme pour s'assurer que tout était en ordre. Puis elle se redressa, étira ses membres l'un après l'autre, et sans un son, prit le plus petit de ses petits entre ses crocs. Mon cœur se serra. Je sus aussitôt ce qu'elle allait faire. Et pourtant, quand elle se tourna vers moi, je n'eus pas la force de parler. Elle franchit la porte ouverte, s'avança dans la lumière dorée et disparut dans les arbres. Je restai là, seul, figé, l'estomac tordu par une sensation étrange. Un mélange de fierté, de perte et d'impuissance. 10 longues minutes passèrent. Puis elle revint. Son pelage était mouillé par les broussailles, des feuilles accrochées à ses pattes. Elle s'approcha sans hésiter du canapé, saisit le deuxième petit avec tendresse, et repartit. Cette fois, je la suivis des yeux plus longtemps. Elle marchait avec lenteur, attentive à chaque bruit. Elle ne courait pas. Elle ne fuyait pas. Elle reprenait ce qui lui appartenait. Lorsque le dernier petit resta seul sur la couverture, un vide étrange emplit la pièce. Je m'agenouillai à côté de lui, posai ma main à plat près de son dos. Il respirait doucement, les yeux à demi fermés. Il ne criait pas. Il semblait simplement attendre. Et alors, elle revint une dernière fois. Elle franchit le seuil et s'immobilisa. Le petit dans sa gueule, elle me regarda longuement. Ses yeux dorés, si souvent associés au danger, contenaient à cet instant quelque chose d'autre. Quelque chose d'indicible. J'y lus la fatigue, l'instinct, la gratitude, et peut-être même une forme de reconnaissance. Je soufflai, plus pour moi-même que pour elle, prends soin d'eux.
S'il te plaît. Elle cligna lentement des yeux, s'avança jusqu'au canapé, saisit doucement son dernier petit, puis se tourna et repartit. Elle ne se retourna pas. Je restai là, figé dans le silence laissé derrière elle. La pièce semblait plus grande soudain, plus vide. La couverture, encore marquée de leur odeur, semblait porter l'empreinte de quelque chose de sacré. L'horloge au mur reprit son tic-tac, monotone. Une goutte tomba du bord du toit, éclatant sur la pierre du seuil. Je préparais du café sans y penser. Les gestes étaient mécaniques. Une tasse, du sucre, un peu de lait. Je sortis sur le porche, la tasse entre les mains. Les planches, encore humides, collaient à mes pieds nus. Je m'assis sur la dernière marche, le dos voûté, les bras serrés autour de la chaleur du mug. La forêt s'étendait devant moi, calme, brumeuse encore. Les troncs des pins filtraient les premiers rayons, et l'air portait l'odeur du lichen et de la pluie. Je ne cherchais pas à comprendre ce que je ressentais. Je voulais simplement m'imprégner de l'instant. Et puis, là-bas, entre les hautes fougères, je la vis. Elle se tenait à la lisière du bois, partiellement dissimulée par les feuillages. Les 3 oursons étaient rassemblés à ses pattes, trébuchant encore, se bousculant maladroitement. Elle tourna la tête vers moi. Nos regards se croisèrent une dernière fois. Je levai la main, sans trop savoir pourquoi. Elle ne bougea pas. Sa queue s'agita doucement, puis elle fit volte-face et s'enfonça dans l'ombre des arbres. Les petits la suivirent, hésitants, minuscules éclats de taches dans la lumière verte. Je restai là longtemps, même après leur disparition. Le vent agitait doucement les branches. Des oiseaux chantaient. Une goutte perla de la balustrade et tomba sur ma jambe. Je me sentais vide, mais pas abandonné. Étrangement apaisé. Je repensais à ces 2 jours. À la peur, à l'urgence, à la chaleur de leur petit corps contre moi. À cette confiance inouïe qu'elle m'avait offerte. À la manière dont elle était entrée dans ma vie sans y être invitée, et comment, sans le savoir, elle avait tout changé. Je ne savais pas si les petits survivraient. Peut-être que non. Peut-être que la nature serait trop cruelle. Mais au fond, ce n'était pas cela qui comptait. Je n'avais rien fait pour être remercié. Je ne m'attendais à aucune récompense. Et pourtant, j'avais reçu plus que je n'aurais cru possible. Parfois, il suffit d'un geste, d'une main tendue, d'un silence partagé. Et ce matin-là, dans le calme d'après l'orage, ce fut suffisant.